Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le patron de la société Libéral Conseil. Libéral Conseil, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des professions libérales réglementées. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux professionnels libéraux d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité de chacune de ces professions. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient directement au sein des organisations pour transformer vos activités et vous permettre de réaliser vos objectifs. Aujourd'hui, on n'est pas là pour discuter de moi, on est là pour le deuxième webinaire d'une série de 4 webinaires qui a pour thématique le développement de l'entreprise libérale et notamment le passage d'un cap dans le cadre de ce développement. Concrètement, ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, c'était la stratégie de positionnement. C'est quoi un positionnement? Comment on le met en place? À quoi ça sert? Comment concrètement on définit sa cible pour faire en sorte que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire notre stratégie de notoriété, ce qu'on verra ensemble la semaine prochaine, notre stratégie d'acquisition, et ce qu'on verra ensemble dans 2 semaines, la maximisation de notre stratégie de conversion pour faire en sorte de transformer des leads marketing en prospects commerciaux et de transformer ces prospects commerciaux en clients, puisse être le plus efficace possible. Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas présents ou ceux qui se sont connectés de façon tardive, c'est le positionnement. Le positionnement, je ne vais pas refaire le point dessus, ce n'est pas l'objectif du soir. C'est concrètement qu'est-ce que je vends, à destination de qui je le vends, à quel tarif et selon quel format je vais vendre ces prestations, et surtout comment, grâce à ce positionnement, je me distingue de mes compétiteurs et mes concurrents qui ne sont pas simplement les gens qui disposent du même titre que moi. Donc, quand je suis avocat, je ne suis pas en compétition qu'avec des avocats. Quand je suis expert comptable, je ne suis pas en compétition qu'avec des experts comptables. Quand je suis conseiller en gestion de patrimoine, je ne suis pas concurrent qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine. La concurrence s'opère par rapport aux solutions similaires qui permettent d'atteindre un objectif identique. Je prends un exemple concret. Je suis créateur d'entreprise. Je souhaite créer mon entreprise. Pour ça, concrètement, j'ai grosso merdo 4 solutions. La première solution, c'est je vais voir un avocat. La deuxième solution, c'est je vais voir un expert comptable. La troisième solution, c'est je vais sur une plateforme qui propose une création d'entreprise facilitée, Legal Place, Legal Start, Captain Contrat ou d'autres. Et quatrième solution, je le fais par moi-même en allant chercher des statuts d'entreprise sur Internet, en changeant le nom de l'entreprise par le nom de mon entreprise et en faisant en sorte de pouvoir le réaliser. Chacun de ces 4 moyens pour atteindre mon objectif cible, chacune de ces 4 solutions pour atteindre mon objectif cible, a des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'avocat, c'est que je suis certain d'avoir une forme de sécurité juridique, encore que je dis certain, mais ça dépend de l'avocat que vous allez voir. Vous allez avoir un conseil qui va vous être apporté et vous allez être dans un mécanisme de confiance. Le point négatif, c'est que ça met plus de temps que la solution numéro 3, donc la plateforme, et également plus de temps que l'expert comptable qui fait ça un peu plus à la chaîne. Et le deuxième désavantage, c'est que ça va vous coûter plus cher que les 3 autres solutions. Solution numéro 2, l'expert comptable. Bah, vous aurez un peu moins de conseils que l'avocat, puisque les juristes au sein de cabinets d'expertise comptable ne sont pas techniquement aussi doués que les avocats, en tout cas ceux que je connais. Ça sera moins cher que l'avocat, mais ça sera toujours plus cher que la plateforme. Et derrière, ça va être un peu fait à la chaîne, mais vous aurez au moins un professionnel qui va pouvoir vous conseiller. Troisième solution, ça coûte pas cher, c'est rapide. Donc ça, c'est 2 avantages. Le désavantage, c'est qu'il n'y a aucun conseil. Le deuxième désavantage, c'est qu'il n'y a pas une personne humaine qui suit votre dossier et qui va pouvoir vous épauler, notamment pour la suite. Quatrième solution, bah, ça me coûte le moins cher, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai juste mes frais de greffe à payer. Par contre, je fais un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que je vais prendre des statuts, je ne sais même pas à quoi ça correspond. J'y vais un peu n'importe comment. Donc, on a des avantages, des inconvénients, mais un objectif qui est similaire avec 4 solutions qui peuvent être différentes. Le positionnement, c'est ça.
c'est de réussir à répondre à des objectifs de clients de façon différente en fonction de votre positionnement. Si vous vous positionnez comme quelqu'un de très haut de gamme, ou quelqu'un de moyenne gamme, ou quelqu'un de bas de gamme, si on reprend mon exemple de la création d'entreprise, bah, vous avez la réalisation de statut qui va pouvoir passer de 500 euros chez les moins chers à 5000 euros chez les plus chers. Comment est-ce que pour une même situation finale, un même objectif, je peux avoir un écart de prix de 1000% entre celui qui propose le prix le moins cher et celui qui propose le prix le plus cher? Ben, en réalité, c'est au professionnel, par son positionnement, de réussir à le justifier, de réussir à expliquer pourquoi lui, il coûte 10 fois plus cher que le mec d'à côté qui propose ses statuts d'entreprise à 500 balles. Et le mec qui propose ses statuts à 500 balles, il va dire, non mais attendez, l'autre, il essaye de vous arnaquer, il propose des trucs à 5000 euros, des statuts, ça vaut 500 euros, voilà, j'en fais toute la journée, j'ai des modèles, j'ai des trucs, il va aussi utiliser un modèle. La vérité, on le sait tous, c'est que c'est pas le cas. Il y a des situations complexes qui nécessitent une certaine forme de conseil, une certaine forme de structure. Il y a des choses simples qui nécessitent simplement un modèle. Donc, les notions de positionnement et du choix de la cible, sont extrêmement importantes parce qu'en réalité, c'est la pierre angulaire de toute la stratégie de développement, de toute la stratégie de recrutement, de toute la stratégie d'expansion de l'entreprise. Si votre positionnement est dès le départ brinque-ballant, si le positionnement est dès le départ peu qualitatif, en réalité, on va être en très grande difficulté et tous les efforts qu'on va fournir a posteriori sur la notoriété, l'acquisition et la conversion ne vont avoir que peu d'effet. Donc, concrètement, une fois que j'ai déterminé mon positionnement, je vais pouvoir aller travailler sur ma notoriété. Donc, on en vient au sujet de ce soir, la notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est le fait d'être connu par sa cible et uniquement par sa cible comme étant un professionnel pertinent qui peut répondre à ses objectifs et à ses enjeux. Donc, on voit bien que dans la définition même du mécanisme de notoriété et dans la stratégie de notoriété, la première phrase, c'est la cible. Donc, sans positionnement et sans cible, il n'y a pas la suite. Je ne reviens pas sur la détermination de la cible, comment est-ce que je la cible, est-ce que je la fais large, est-ce que je le fais restreint, comment est-ce que je vais vraiment réussir à choisir mon positionnement. Je vous laisserai regarder le webinaire de la semaine dernière qui est d'ores et déjà accessible sur la chaîne YouTube de Libéral Conseil pour que vous puissiez regarder. Donc, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple d'un client ou un exemple fantôme, j'en prendrai plusieurs, pour réussir à vous expliquer comment est-ce qu'on va créer cette stratégie de notoriété. Donc, l'étape numéro un, c'est de définir sa cible, on l'a dit, et quand on a défini sa cible, l'objectif, ça va être d'aller chercher de l'information qualitative auprès de cette cible. Imaginons que je sois expert comptable et que mon ambition soit de cibler des vétérinaires. Donc, j'ai une activité, l'expertise comptable, je vais faire de l'expertise, de la paie et un peu de juridique, et j'ai une cible déterminée des vétérinaires. Ma cible, je ne sais pas combien il y a de vétérinaires en France, je vais raconter une bêtise, je vais dire 15 000. Donc, il y a 15 000 vétérinaires en France, ils sont répartis sur la globalité du territoire national. Et ce que je veux, c'est réussir à me faire identifier par ces vétérinaires comme étant un acteur pertinent. Pour savoir aujourd'hui où sont les vétérinaires, en réalité, j'ai une seule option. Mon option, c'est de pouvoir me dire bah, concrètement où sont ces vétérinaires, où est-ce que je vais pouvoir voir, où est-ce qu'ils sont. La meilleure façon de fonctionner, c'est de réussir à les contacter pour rentrer en contact avec eux et derrière leur demander est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Si oui, sur quel réseau social sont-ils présents? Ou sous quel réseau social sont-ils majoritairement présents? Est-ce qu'il y a des distinctions entre types d'experts comptables? Je raconte une bêtise. On sait que les individus qui ont entre 60 et 80 ans sont plus sur Facebook. Ceux qui ont qui sont professionnels en activité, qui ont une activité de prestation intellectuelle, sont majoritairement sur LinkedIn. On sait que les gens de ma génération, donc des années 90, sont beaucoup plus sur Instagram. On sait que la génération de ma petite sœur, début des années 2000, sont beaucoup plus sur TikTok. Est-ce que c'est le cas chez les experts comptables? Pardon, chez les vétérinaires. Est-ce qu'on voit la même chose chez les vétérinaires? Pourquoi on fait ça? Ben, simplement pour que les messages que vous allez pouvoir diffuser à destination de cette cible
pour pouvoir être connu, finalement, touche cette cible. On ne va pas commencer à faire des efforts sur LinkedIn pour réussir à toucher les vétérinaires. Si on se rend compte que sur les 15 000 vétérinaires inscrits à l'Ordre national des vétérinaires, bah, en réalité, on a 700 vétérinaires qui sont réellement présents sur LinkedIn. À quoi ça servirait de faire beaucoup d'efforts pour finalement avoir un retour sur investissement qui est très faible? Autant, uti- autant utiliser LinkedIn comme un relais pour pouvoir réussir à toucher des partenaires qui travaillent eux-mêmes avec les vétérinaires. Les banquiers, les avocats, les conseillers en gestion de patrimoine, éventuellement les agents immobiliers, pour que dès que ceux-ci puissent travailler avec un vétérinaire, on le renvoie vers vous. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de leur poser la question pour savoir où est-ce qu'ils sont en termes de réseau. Deuxième chose, est-ce que les vétérinaires font des recherches sur Google pour savoir si oui ou non vous êtes pertinent à avoir une stratégie Google, donc une stratégie de référencement organique qu'on appelle SEO, ou d'une stratégie de référencement payant qu'on appelle SIA, pour réussir à obtenir des prospects grâce à cet intermédiaire? Ben, pour faire ça, on va utiliser différents outils. Des outils par exemple comme Ubersuggest, des outils comme SEMrush, pour voir si par rapport aux requêtes qu'on peut potentiellement taper, euh, expert comptable pour vétérinaire, expert comptable tenue de comptabilité, expert comptable déclaration fiscale, expert comptable création d'entreprise, vétérinaire création d'entreprise, vétérinaire comptabilité, vétérinaire, déclaration, etc. Est-ce que oui ou non, il y a des requêtes sur ce sujet-là? Si on n'a pas de requêtes, donc concrètement que les vétérinaires ne tapent pas ce genre de questions sur Google, à quoi ça sert de mettre en place une stratégie où vous allez pouvoir produire du contenu, essayer d'être mieux référencé pour qu'on vous trouve, alors qu'en réalité, on ne vous cherche pas? On ne pourra pas vous trouver si on ne vous cherche pas. Donc concrètement, pourquoi être surprésent et surreprésenté sur Google, dépenser de l'argent avec des agences de communication et des agences marketing qui vont vous faire écrire du contenu alors qu'en réalité, il n'y a pas de recherche. Donc ça, même chose, il faut qu'on sache si oui ou non les vétérinaires font leurs recherches pour trouver leurs prestataires, en l'occurrence dans mon exemple, les experts comptables, sur Google ou pas. Troisième chose, il faut qu'on sache si ces vétérinaires sont dans des clubs particuliers. Est-ce qu'ils vont à des endroits particuliers? Est-ce qu'il y a des moments où on va pouvoir les rencontrer? Est-ce qu'il y a par exemple le salon des vétérinaires? Est-ce qu'il y a le grand raoult des vétérinaires chaque année qui a lieu une fois à Arcachon, une fois au Cap-Ferré, une fois à Deauville et une fois à, je sais pas où, à Saint-Tropez, Saint-Raphaël? Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels en fait je peux être au contact de ma cible? Si c'est le cas, ben, en réalité, on ne fait plus le salon de l'expertise comptable, où on peut le faire pour rencontrer ses copains experts comptables, trouver des partenaires et éventuellement recruter, mais on sait que ce n'est pas un levier d'acquisition. Notre levier d'acquisition, il est au Salon national des experts comptables qui a lieu tous les ans le 17 février et qui a lieu à Chamonix. Ouais, c'est là qu'on va réussir à être en contact avec nos clients, c'est là qu'on va pouvoir les rencontrer et c'est là qu'on va pouvoir les travailler. Donc, vous avez bien compris l'exemple. L'objectif, c'est de comprendre où sont nos experts comptables. Pardon, je suis désolé parce que je réfléchis par rapport à moi. Où sont nos vétérinaires pour faire en sorte de mener des actions qui nous permettent d'être identifiés auprès d'eux. Concrètement, moi, je ne vais pas utiliser un réseau comme Discord pour réussir à trouver des experts comptables. Parce qu'en réalité, sur les channels Discord, je raconte une bêtise, je n'ai même pas regardé, mais je ne pense pas qu'il y ait des experts comptables. Donc concrètement, si mon objectif c'est de viser des avocats, des experts comptables, des notaires, je vais regarder où sont les experts comptables, les avocats, les notaires. Je ne vais pas aller là où ils ne sont pas. Ça n'a aucun espèce d'intérêt, si je veux faire de l'acquisition directe ou de la notoriété auprès d'eux, de pouvoir fonctionner comme ça. Donc, une fois que je sais où ils sont, bah, en réalité, je vais aller là où ils sont. Et je ne vais pas commencer à inventer une stratégie dans ma tête, essayer de réfléchir, OK, mais en fait, j'organiserai bien un événement sur tel ou tel truc, ou OK, je ferai bien une page Instagram parce qu'Instagram, c'est stylé. Si les vétérinaires ne sont pas sur Instagram, que vous utilisez Instagram pour faire de la notoriété sur le secteur des vétérinaires, vous n'aurez aucun résultat. Donc, je pense que vous avez bien compris le concept. On demande à sa cible et on regarde où cette cible est présente et ce qu'elle fait en termes de comportement. Ça,
C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va essayer d'identifier quelles sont les typologies de contenus qui sont appréciés par les vétérinaires. Est-ce que ce sont les articles? Est-ce que ce sont les livres blancs? Est-ce que ce sont les podcasts, les vidéos, les newsletters, les lettres écrites à la main, les livres, tous les supports visuels, écrits, auditifs que vous allez pouvoir trouver, enfin que vous pouvez imaginer et que vous pouvez créer à destination de la cible qui va vous intéresser. Concrètement, pourquoi nous, on fait du podcast chez Libéral Conseil? Pourquoi Ourama, qui est une boîte qui fait de la création de sites internet et du marketing pour les professions libérales réglementées, fait du podcast? Pourquoi Neria, qui est une boîte de recrutement à destination de collaborateurs en cabinet d'avocats, fait du podcast? C'est parce que les experts comptables, les notaires, les CGP, les avocats aiment parler d'eux. Et donc, on le crée et on le met en place parce que quand il y a un avocat qui passe sur le podcast, quand il y a un expert comptable qui passe sur le podcast, on voit sur les statistiques qu'on arrive à suivre qu'en réalité, cet avocat est écouté par 2000 autres avocats. Et donc, par définition, cet avocat qui écoute ce podcast et qui ne nous connaissait pas, ben, il va nous connaître par la même occasion. Il va se dire, mais c'est qui ce petit Louis Gaillot du cheat code de la société Ourama? Et ben, ce petit gars-là qui interviewe Jean-Michel Darrois, qui interviewe Natacha Tardif, qui interviewe d'autres grands avocats de la place, ben, en réalité, il va être connu. Et ils vont commencer à regarder ce que fait Louis Gaillot sur LinkedIn. Et il va voir que Louis Gaillot, bon, il publie pas tout le temps des choses intéressantes, de temps en temps, il publie des conneries, hein, ça arrive à tout le monde, bah, qui publie des choses intéressantes sur le marketing digital, sur la publicité sur Internet, sur la réalisation de sites Internet, etc. Et donc, il va faire ce qu'on appelle de l'agrégation de réseau. C'est grâce à l'individu qui met en avant, par exemple, je crois que la semaine dernière, il a reçu Natacha Tardif, la patronne du cabinet Reed Smith. Bah, grâce à son invité, lui aussi va être connu. Vu que Natacha Tardif, elle va être écoutée déjà par tout le cabinet Reed Smith et puis par les autres cabinets anglais, les cabinets américains, les gens avec qui elle travaillait dans les cabinets dans lesquels elle est passée au préalable, bah, lui, il va être connu grâce à ça. Et la société Warma, elle va être connue grâce à ça. Donc, ces contenus, que sont par exemple le podcast, la vidéo, etc., nous servent, nous, à, un, faire de la notoriété sectorielle, donc être reconnu par les invités qui correspondent à la même typologie de cible que ceux qu'on va chercher. Deux, à faire un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de réassurance. Concrètement, si Natacha Tardif va voir Louis Gaillot, si tel patron de cabinet d'avocats va voir Louis Gaillot, si Jean-Luc Flabo, le patron de Crofideliance, vient être interviewé dans le podcast de Louis Gaillot, si jamais Louis Gaillot réussissait à voir Jean-Michel Darrois pour que Jean-Michel Darrois lui parle de l'affaire Sarkozy, vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire que Louis Gaillot devient une référence à qui on peut se confier. Ça veut dire que Louis Gaillot est le récepteur de messages d'une grande partie de son secteur d'activité et donc on peut lui faire confiance. Et ça, c'est la mécanique que tous les producteurs de podcasts et les diffuseurs de podcasts utilisent. C'est concrètement, grâce à ce que je fais, grâce à ce que je réalise, bah, je vais réussir à être identifié auprès des invités que je peux avoir. Et grâce à ça, je vais avoir un mécanisme de réassurance. Troisième chose, il y a plein de gens qui ont de l'ego dans ces secteurs. Et donc concrètement, quand vous avez interviewé X, Y et Z et que vous avez un podcast avec des gens qui sont qualitatifs sur ce podcast, tout le monde veut en être. Et donc les gens, ils vont accepter de discuter avec vous, ils vont accepter de vous rencontrer parce qu'ils espèrent secrètement, ou d'ailleurs même pas trop secrètement, il y en a qui l'expriment clairement, de pouvoir passer et d'être un jour invité au sein de ce podcast. Ce qui fait que les portes s'ouvrent de votre côté. Moi, j'avais mon mentor qui s'appelait Jacob Abou, et je lui disais, mais tu es un grand monsieur de l'automobile, etc. Tu as racheté des boîtes, tu as racheté des équipementiers, tu as racheté des constructeurs, tu as racheté des détaillants, tu avais des concessionnaires, tu avais des réseaux de déménagement, etc. Donc, vraiment, la logistique et l'automobile de façon très large. Pourquoi tu as créé le journal de l'automobile? Il me disait, mais Valentin, en fait, tu comprends pas la puissance de la presse et la puissance des médias. On gagne pas beaucoup d'argent avec le journal automobile. Il gagnait quand même un peu d'argent, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'il l'a fait. C'est que c'était une carte qui te permet d'être reçu partout.
pourquoi nous aujourd'hui on travaille sur un média comme Ourama, comme ce qu'on est en train de faire sur Libéral Conseil, comme ce que la société Neria fait avec le podcast Collaborateur, c'est que ce sont des cartes de visite, c'est des portes d'entrée. Avec ça, on peut être reçu partout, à tout moment, parce qu'ils ne savent pas si on va la voir, si on va les voir avec une casquette commerciale ou si on vient les voir avec une casquette de journaliste, que je mets entre gros guillemets, parce qu'on n'a pas de corps de presse, on n'est pas des journalistes. Nous, on est là pour faire du business. Et donc concrètement, les médias, ça sert à ça. Donc pourquoi c'est important pour vous, avocats, experts comptables, conseillers en gestion de patrimoine, notaires, de pouvoir créer du contenu à destination de vos cibles? C'est que grâce à ça, c'est eux qui vont venir vous chercher pour pouvoir potentiellement passer sur vos médias et pouvoir espérer faire comme ce qu'ont fait au préalable leurs confrères, leurs condisciples vétérinaires, et derrière passer dans le super podcast qui sera fait par le cabinet X, par le cabinet Y ou la société Z. Donc, on voit bien que en réalité, à partir du moment où on est au bon endroit, ce qu'on appelle nous le bon canal, que ce soit un canal physique ou un canal digital, on est en capacité, grâce à un contenu de qualité qui va intéresser votre cible, de les toucher. Ça sert à quoi? Ça sert à être connu sur un secteur d'activité. Être connu, c'est bien. Moi, personnellement, ça ne m'amuse pas. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est être connu au sein du secteur, mais je veux être connu pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je veux créer dans un premier temps ce qu'on appelle une notoriété sectorielle. Je veux être connu par mon secteur cible, mais je veux aussi que mon secteur cible me connaisse pour mon expertise. Moi, j'en ai rien à faire que les gens se disent dans la rue, ah putain, je le connais, c'est Valentin Tonti-Bernard de Anomia. Ah, maintenant, il a créé Libéral Conseil, il a associé avec Louis Gaillot chez Ourama, associé avec Eva Chic chez Neria. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Bien au contraire, ça me déplaît un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est que ces professionnels libéraux sachent qui je suis, mais surtout, quelle est la qualité du travail que je fournis et ce que je fournis. Je veux qu'ils sachent que chez Libéral Conseil, on fait du conseil en stratégie à destination des professions libérales réglementées, que quand on nous donne une mission, on atteint nos résultats. C'est ça qui m'intéresse. Et pour leur montrer ça, en plus de la stratégie de notoriété sectorielle, donc où je vais me mettre en lien avec des professionnels du secteur, ce que je vais faire, c'est qu'on va publier du contenu scientifique, du contenu à valeur ajoutée, du contenu technique, expliqué et vulgarisé, pour faire en sorte que mon lecteur, avocat, expert comptable, conseiller en gestion de patrimoine, puisse le comprendre, puisse se l'approprier pour pouvoir l'appliquer en interne. Et qu'il puisse se dire, ah, les gars de chez Libéral Conseil, les nanas de chez Libéral Conseil, sont suffisamment intelligents pour, un, nous expliquer, nous donner de façon gratuite des méthodes concrètes applicables au sein de nos activités, et deux, alors que ce sont des mécanismes complexes, suffisamment capables de le vulgariser pour le rendre audible et qu'on ait l'impression que ça soit simple. Ça, c'est mon objectif. Et grâce à ça, derrière, je commence à être connu dans mon secteur d'activité et pour mon expertise. Et c'est en cumulant ces deux éléments qu'on arrive ensuite à ce qu'on verra ensemble la semaine prochaine, qui est la stratégie d'acquisition. Sans notoriété, l'acquisition est extrêmement complexe. Sans notoriété, la seule acquisition qui peut exister, c'est de la recommandation tiédasse de gens qui ne font pas vraiment partie de votre cible. C'est pas un modèle de développement périn. Donc, vous devez rentrer dans une forme de notoriété qui n'est pas forcément une notoriété. Vous êtes invité sur les plateaux sur BFM. On n'a pas besoin d'avoir des projecteurs, on n'a pas besoin d'avoir de paillettes. C'est pas ça l'objectif. C'est simplement d'être connu par votre cible comme étant un acteur pertinent. Et ça se fait nécessairement par le positionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous positionnez sur un secteur d'activité, moi, par exemple, je l'ai fait sur le secteur des avocats. J'aurais très bien pu dire que j'étais un cabinet de conseil à destination des TPE-PME. J'aurais ciblé 4 millions de personnes, jamais personne ne m'aurait connu. Mon travail d'acquisition aurait été extrêmement complexe, j'aurais été beaucoup plus brouillon dans l'approche que je pouvais avoir. Là, en me positionnant sur des secteurs d'activité clairs et nichés, je réussis finalement à tirer mon épingle du jeu de façon beaucoup plus rapide, parce qu'au lieu de m'adresser à 4 millions de dirigeants d'entreprise, je m'adresse à 70 000 personnes, ou je m'adressais à 70 000 ou 75 000 personnes qui étaient des avocats.
Aujourd'hui, on a ouvert le scope parce qu'on se développe, parce que l'activité elle croît, parce qu'on voit que les problématiques des experts comptables, des notaires, des CGP sont des problématiques similaires. Et donc, mon objectif, c'est de refaire ce même travail que ce que j'ai fait avec les avocats, avec les experts comptables, avec les notaires, avec les conseillers en gestion de patrimoine, etc., etc., etc. Donc, je pense que vous comprenez bien la logique. Donc, ce travail de notoriété, pour voir s'il marche ou s'il ne marche pas, ben, en réalité, je vais devoir suivre ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Alors, les indicateurs de performance, en anglais, on appelle ça des KPIs. Désolé pour mon accent qui est aussi incroyable que l'accent de Louis Gaillot en italien. Mais ce sont des indicateurs de performance qui me permettent de voir si oui ou non ma stratégie de notoriété va fonctionner. Pour voir si cette stratégie de notoriété, elle fonctionne, donc je suis expert comptable, je m'adresse à des vétérinaires, je continue à tirer le fil de mon exemple que j'ai depuis tout à l'heure. Il faut que concrètement, je puisse voir si, oui ou non, j'ai des vétérinaires qui commencent à réagir à mon contenu, qui commencent à liker mon contenu, si je suis sur des réseaux sociaux, ou quand je vais à un endroit, ben, en fait, je vois des vétérinaires. Donc, ce que je vais pouvoir faire pour ça, c'est en fonction des réseaux et en fonction des contenus que je vais utiliser, je vais utiliser des petites techniques, des petites méthodes, ce qu'on appelle des CTA, des CTA, des Call to Action, pour faire en sorte que le vétérinaire puisse sortir, si c'est sur Internet, de l'anonymat d'Internet, où il est simplement une adresse IP, et qui puisse se transformer en c'est un individu nommé et identifié et je vérifie bien que cet individu est expert comptable. Je prends un exemple simple, je le fais de temps en temps, je ne sais pas si vous me suivez sur LinkedIn, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. De temps en temps, je vais publier un post LinkedIn et je vais mettre, voilà, la Société Libérale Conseil a rédigé un guide sur la stratégie de développement des cabinets d'expertise comptable. Voilà ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Il va y avoir une quarantaine de pages, il y aura des exemples concrets, il y aura de la méthode, etc., ce qui est vrai. Mais plutôt que de le donner, je vais dire, mais en fait, si vous voulez recevoir ce guide, commentez intéressé. Cette petite phrase à la fin, elle est très, très importante. Déjà, elle me permet de voir si ma stratégie de notoriété fonctionne bien. Si je n'ai pas de commentaires, ça peut vouloir dire deux choses. Un, je ne touche pas la bonne cible. Donc en fait, ce sont des bouchers qui ont lu ce que j'écrivais. Et donc, par définition, à partir du moment où je dis que je m'adresse à des experts comptables, bah, les bouchers, ils vont pas commenter intéressés, parce qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Deux, ça peut vouloir dire que je touche la bonne cible, mais que le contenu que je propose n'intéresse personne. Donc, première chose, bon, bah, si je touche pas les bons individus, c'est que j'ai un problème. Ça, LinkedIn va pouvoir vous dire, majoritairement, les gens que vous avez touchés sont avocats, sont experts comptables, sont directeurs commerciaux, sont dans le secteur de la comptabilité, sont dans la région de Paris, sont dans la région de Nancy, sont aux États-Unis ou que sais-je. Donc, ça vous donne déjà des indicateurs. Si j'ai proposé un contenu, par exemple sur un guide RH à destination d'experts comptables, que LinkedIn me dit que j'ai bien touché les experts comptables, mais qu'en fait les experts comptables ne commandent pas intéressés, c'est qu'ils en ont rien à faire. Et concrètement, je ne vais pas prendre du temps à mes consultants pour rédiger un guide qui n'intéresse personne. Donc la méthode qui est utilisée chez Libéral Conseil, c'est que on va identifier un sujet qui peut être intéressant. Par exemple, on parlait d'indicateurs de performance, la mise en place d'indicateurs de performance au sein d'une entreprise libérale. Je vais annoncer sur mon canal LinkedIn la création du guide mise en place des indicateurs de performance pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, je travaille grâce à la stratégie de notoriété que je suis en train de mettre en place pour voir si oui ou non j'arrive à toucher ma cible. Je vais regarder en cliquant sur les impressions sous mon post, quels sont les professionnels qui ont vu ce post. Si je me rends compte qu'en numéro un, ce sont les experts comptables à hauteur de 22% et que j'ai fait 50 000 impressions, c'est concrètement, il y a plus de 10 000 experts comptables qui ont vu mon post LinkedIn, ce qui est à peu près mes statistiques. Donc concrètement, si j'ai 0 commentaire ou 10 commentaires, c'est que ce contenu n'intéresse pas la profession. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, je vais dire aux gars, stop, on ne publie pas le contenu. On savait qu'avant il était faisable, on savait qu'on avait de la donnée, etc. Mais c'est que soit c'est pas le bon moment, soit que les experts comptables qui nous suivent ne nous attendent pas là-dessus. Et donc, on ne va pas s'embêter à le rédiger.
Je ne vais pas faire passer mes consultants 3-4 jours pour rédiger un guide qui n'intéresse personne. C'est du vent. On ne fait pas du papier pour faire du papier. On n'est pas des thésards. Donc concrètement, moi, je suis pas là je suis pas là pour avoir du papier imprimé qui permette de caler des portes. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir donner de la valeur ajoutée à des gens que ça intéresse. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va vérifier l'évolution de notre stratégie de notoriété? Ben, déjà par ça, quand vous publiez un post, vous allez voir les gens de quel secteur vont pouvoir regarder, ont regardé ou ont vu ce que vous avez publié. La deuxième chose, c'est que vous allez voir le nombre d'abonnés sur LinkedIn, le nombre d'abonnés sur n'importe quel réseau qui va augmenter. Et en cliquant sur les relations, le nombre d'abonnés que vous aurez, bah, vous vous rendrez compte si finalement ce sont des vétérinaires, pour reprendre mon exemple, ou des journalistes, ou des bouchers, ou des artisans, ou des restaurateurs. Et en fonction de la stratégie que vous avez, bah, en fait, si vous visez les vétérinaires et que vous avez des serruriers qui vous ajoutent, c'est que concrètement, vous n'avez pas encore les clés, et j'espère que vous me féliciterez pour cette vanne magnifique, de la stratégie de notoriété, puisqu'on est passé à côté de la cible qu'on voulait viser. Euh, donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est de réussir à devenir connu auprès de sa cible pour ne pas, enfin, l'objectif, c'est pas ce qu'on appelle d'obtenir des vanity metrics, donc des critères de vanité pour qu'on nous flatte l'ego. L'objectif, c'est de savoir si, oui ou non, on réussit à toucher cette cible-là, que quand cette cible s'intéresse à nous, ben, finalement, on puisse passer à la stratégie d'acquisition et que derrière, elle puisse potentiellement télécharger un contenu chez nous ou directement nous contacter pour faire en sorte qu'on puisse avoir des leads marketing qu'on puisse transformer en prospects commerciaux. La stratégie de notoriété, elle ne se fait pas uniquement sur Internet, elle ne se fait pas uniquement sur des réseaux sociaux, elle se fait aussi dans la vraie vie, dans la vie des humains. Donc elle se fait lors de petits déjeuners, lors de conférences, lors de soirées thématiques qui vont pouvoir être importantes et qui vont pouvoir être utiles à votre destination. Donc ça, si vous avez une cible déterminée, c'est beaucoup plus facile à identifier. En réalité, vous prenez les calendriers des grands événements qui ont lieu dans le secteur que vous souhaitez viser, par exemple des vétérinaires, et vous regardez toutes les actions qui sont faites à destination des vétérinaires. Il faut que vous soyez présent. Il n'y a pas le choix, il faut y être. C'est des événements professionnels qui sont plus gratuits si vous ne prenez pas de stand. Il faut au moins y aller pour rencontrer des gens, pour discuter avec votre cible et faire en sorte que ça puisse bien fonctionner. N'oubliez jamais qu'en travaillant avec une cible déterminée, eh ben, en réalité, le premier dossier est compliqué, le deuxième est compliqué, le troisième est compliqué, jusqu'au dixième. À partir du dixième, on voit une forme de facilité. Parce qu'en fait, le client numéro un et le client numéro 2 qui étaient satisfaits de ce que vous faisiez, ils connaissent d'autres vétérinaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ben, ils étaient à l'école avec d'autres vétérinaires. Ils côtoient encore aujourd'hui d'autres vétérinaires. Ils travaillent au sein de mêmes entreprises ou d'entreprises proches au niveau des vétérinaires. Ils sont dans les syndicats de vétérinaires, donc ils connaissent également d'autres vétérinaires. Ils ont peut-être des mandats électifs au sein de la profession et donc ils connaissent d'autres vétérinaires. Donc en travaillant avec des secteurs d'activité déterminés, en travaillant de façon ciblée à destination d'une clientèle objectivement identifiable, vous obtiendrez des résultats et vous allez pouvoir travailler votre stratégie de notoriété de cette manière-là. Donc, je vous fais grâce des newsletters, je vous fais grâce de la publication de contenu, je vous fais grâce des méthodes qu'on peut utiliser sur LinkedIn, etc. Sauf si vous intéresse et auquel cas, je peux vous partager mon écran pour vous montrer quelques statistiques. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se dire, OK, en fait, je dois faire cet effort. Maintenant que j'ai déterminé ma cible, je dois comprendre euh, où sont mes cibles, où sont mes prospects, où sont mes futurs clients. Qu'est-ce que ces prospects, qu'est-ce que ces cibles, qu'est-ce que ces futurs clients consomment en termes de contenu, quels sont les sujets qui vont les intéresser. Et en réalité, vous avez votre pelote de laine, vous tirez votre pelote de laine et vous appliquez. Vous n'allez pas m'inventer des trucs pas possibles ou pas imaginables en disant non, mais en fait, je vais créer une formation. Ben non, ils suivent pas de formation. Ils vous ont pas dit qu'ils suivaient de formation, donc on va pas créer de formation. Vous n'allez pas écrire un livre parce qu'en fait, ils savent pas lire, ou ils n'ont pas le temps de lire, ou ils n'ont pas envie de lire, et en tout cas, pas envie de lire des bouquins techniques. Si on nous explique qu'en fait, ils aiment lire, mais qu'en fait, ils lisent des romans et des polars, bah, sauf si vous arrivez à me transformer un bouquin business en polar ou en roman,
ben, on ne va pas écrire un bouquin business parce qu'en fait, il ne sera pas lu. Donc, on n'est pas là pour réinventer la roue, on est là simplement pour prendre les tendances de marché et appliquer les tendances de marché par rapport à la cible que vous visez. Alors, certains diront peut-être, oui, Valentin, c'est pas extrêmement ambitieux comme truc. Avec un mec comme toi, on serait pas allé sur Mars enfin, on serait pas allé sur Mars, on serait pas allé sur la Lune et on n'ira jamais sur Mars. T'as pas les capacités d'Elon Musk. C'est vrai. Je suis pas un génie. Je suis pas un entrepreneur génial avec tout ce que ça a de positif et de négatif. Je suis pas en capacité de créer un marché ou de créer une demande. Avec moi, on n'aurait pas eu le spatial privé. Avec moi, on n'aurait pas eu la téléphonie mobile. Avec moi, on n'aurait pas eu la fibre Internet. Avec moi, on n'aurait pas eu de robots et on n'aurait pas eu l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un entrepreneur innovant au sens d'innovation sociale, d'innovation technologique profonde qui transforme une société. J'en suis profondément incapable. Moi, ce que je sais faire, c'est observer, regarder ce qui se passe autour de moi pour faire en sorte de permettre à mes clients de faire du business par rapport aux règles actuelles et par rapport aux règles à N+2, N+3. Je suis pas capable d'avoir une vision à 20 ans. Franchement, je ne sais pas où je serai dans 20 ans. Je ne suis pas capable de pouvoir transformer complètement des activités au sens de transformation économique profonde. Je sais redresser des entreprises, je sais racheter des entreprises, je sais accompagner mes clients par rapport à ça, mais le reste, je ne sais pas faire. Donc concrètement, si on me dit, ben, en fait non, Valentin, moi je vais mettre 500 000 balles sur la table et en fait tous les vétérinaires de France, je vais les faire venir à tel endroit, à tel moment, et voilà comment je vais le faire, bah, en fait, je vais vous dire non, n'y allez pas, ou en tout cas, si vous y allez, n'y allez pas avec moi, parce que je ne suis pas convaincu et je n'ai pas la certitude que je vous envoie pas à 300 km/h en plein dans un mur. Donc, on se sert de la donnée, on se sert de la data qu'on connaît, on a une approche qui est une approche pragmatique, qui a une approche qui est basée sur l'expérience et sur l'entraînement, grâce à la connaissance qu'on peut avoir de nos cibles. Ensuite, on avance pas à pas en mettant en place des petits robots qui vont nous permettre d'ajouter des gens dans notre réseau, en publiant du contenu grâce à de l'intelligence artificielle, ce qui était le cas de l'atelier que j'ai animé ce matin, ou en faisant des choses comme ça, mais on ne va pas complètement réinventer la roue. Voilà ce que je voulais vous dire sur la stratégie de notoriété. Une fois de plus, on reprend mon exemple. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle un funnel d'acquisition. Donc, un funnel d'acquisition, c'est quoi? C'est un triangle dont la pointe est pointée vers le sud, vers le bas, qui se subdivise en trois parties. La première partie est très large, la deuxième partie un peu moins large et la troisième partie plus fine. La stratégie de notoriété, c'est cette première brique. Donc, les gens qui sont dans votre cible et qui vous connaissent. L'objectif de la semaine prochaine, ça va être les gens qui sont dans votre cible, qui vous connaissent et qui vous contactent ou qui vous donnent les moyens de les contacter pour réussir à les transformer en bas du funnel. C'est les gens qui vous contactent ou qui vous demandent les moyens de vous contacter et qui deviennent clients chez vous. Tout ce travail-là de au-dessus du funnel d'acquisition, détermination de la cible, détermination du positionnement, stratégie de notoriété, premier étage du funnel, pour permettre d'être connu par votre cible et uniquement par votre cible comme étant un acteur pertinent qui peut les accompagner pour atteindre ses objectifs. Numéro 3, stratégie d'acquisition, moyen par lequel on va capter les informations de vos prospects ou par lesquels les prospects vont vous contacter pour pouvoir devenir potentiellement un prospect commercial. Numéro 3, stratégie de conversion. Comment concrètement je fais maintenant que j'ai transformé mon lead marketing en prospect commercial pour transformer ce dernier en client, pour avoir un impact sur la top line, chiffre d'affaires. Donc tout ça, tous ces quatre webinaires-là, tout ce dont on est en train de parler, n'a qu'un seul et unique but, c'est de faire en sorte que votre activité qui fasse aujourd'hui 500 000, 2 millions, 20 millions, puisse repartir en croissance, qu'on puisse travailler sur la croissance organique de l'activité. On n'est pas en train de parler de marge, on n'est pas en train de parler de process interne, on n'est pas en train de parler de centre de profit, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif. Là, on est simplement là pour passer un cap en termes de développement de chiffre d'affaires et de fonctionner comme ça avec méthode. J'ai accompagné plus de 600 clients sur ce genre de choses. Franchement, il n'y avait pas que des génies à l'intérieur. Il y avait des gens qui étaient brillants, etc. Mais il n'y avait pas que des génies. À partir du moment où vous appliquez ces méthodes, il y aura la chance, il y aura le talent, il y aura des relations professionnelles, des relations personnelles qui pourront vous aider ou vous impacter de façon négative. Mais à partir du moment où vous appliquez ces méthodes et que vous le faites de façon raisonnée et intelligente, vous obtiendrez des résultats.
Moi, je ne comprends pas quand je vois aujourd'hui des cabinets d'avocats ou des cabinets d'expertise comptable qui ont une croissance de leur top line qui est soit négative, -5, -6%, soit positive à hauteur de 2 ou 3%. Avec ce genre de méthode, avec ce genre de mécanisme, vous devez être en capacité d'aller chercher des croissances à hauteur de 10, 15, 20 points, en fonction évidemment du chiffre d'affaires que vous faites. Si on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, aller chercher 10 points de croissance, ça fait quand même 10 millions. C'est pas la même chose que si on fait 100 000, il faut aller chercher 10 000. Donc évidemment, c'est bien différent. J'en ai fini pour ce soir et par rapport à ce que je voulais vous dire, il nous reste 15 petites minutes. Si ça vous intéresse, je vous invite à ouvrir vos caméras si vous le pouvez, ou simplement ouvrir vos micros pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, que c'était un minimum pertinent pour vos activités par rapport à ce que vous voulez réaliser.